Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une question qui a l'air toute simple, mais dont les implications sont juste énormes pour la performance sportive. Oui, c'est une question qui touche vraiment au cœur du métier d'entraîneur. Exactement, on se base sur une étude publiée dans le Journal of Sports Science and Medicine en mars 2026. Elle est signée par Dongming Zhu de Nanchang. Le titre est un peu technique. Oui, alors accrochez-vous. Scoring and possession small-sided games elicit distinct 48-hour muscle damage and neuromuscular responses in basketball athletes. Bon, derrière ce titre un peu barbare, la question est très claire en fait. Voilà, en gros, au basket, pendant un petit match d'entraînement, est-ce que le simple fait de devoir marquer un panier, plutôt que de juste garder la balle, ça change vraiment quelque chose à la fatigue de vos joueurs le lendemain? Et même 2 jours après. C'est ça. Et c'est une question fondamentale. Notre mission aujourd'hui, c'est de décortiquer cette recherche pour voir comment un si petit changement de règle peut avoir un coût physiologique caché et surtout ce que ça veut dire pour les coachs sur le terrain. Absolument. Les exercices en format réduit, ce qu'on appelle les Small-Sided Games ou SSG, on en voit partout. Au basket, les coachs adorent ça. Et on comprend pourquoi ça simule un vrai match. Exactement. L'intensité, la prise de décision, tout y est. On savait qu'on pouvait jouer sur le nombre de joueurs, la taille du terrain, mais l'influence de la règle elle-même, marquée contre possédée sur la récupération musculaire 2 jours plus tard, ça c'était un vrai angle mort. D'accord, alors plongeons dans la méthode. Comment ils ont fait pour savoir ça? Parce que c'est assez bien pensé. C'est très bien pensé, on parle d'une étude randomisée en crossover sur 36 jeunes basketteurs. Alors crossover, qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi c'est important ici? C'est vraiment le point clé. Crossover ou croisé, ça veut dire que chaque joueur a participé à toutes les conditions de l'expérience. Ah, donc chaque joueur est son propre témoin. Voilà, on se compare à soi-même. Et ça élimine un tas de biais, la génétique, la forme du moment. Du coup, les comparaisons sont beaucoup plus fiables. Concrètement, sur 3 semaines, chaque joueur a testé 3 scénarios. C'est ça. Alors le premier, ils l'ont appelé SSG Basket. C'était quoi? Un 2 contre 2 sur un tiers de terrain. Très classique, objectif, marquer des paniers. Simple. Le deuxième scénario, c'était le SSG Possession. Et là, c'est la même chose. Même nombre de joueurs, 2 contre 2, même terrain, même durée. La seule et unique différence, pas de panier. L'objectif, c'était juste de conserver le ballon. Donc on isole vraiment une seule variable, l'intention de marquer. C'est toute l'intelligence du protocole. On est sûr que les différences qu'on va voir ne sont dues qu'à ça. Et pour finir, le troisième scénario, c'était une condition contrôle, CON. Oui, là, les joueurs suivaient simplement leur entraînement habituel. Ça sert de ligne de base pour voir la fatigue normale d'une semaine d'entraînement. D'accord, le design est très propre. Et pour mesurer la fatigue, ils n'y sont pas allés de main morte. Non, ils ont sorti l'artillerie lourde. 4 marqueurs ont été suivis avant, juste après, 24 heures après et 48 heures après chaque séance. C'est une vision très complète. C'est essentiel, parce que si on se contentait de demander aux joueurs « comment tu te sens ?», on passerait à côté de plein de choses. Là, on combine le biochimique, le sensoriel et le fonctionnel. On a une vision à 360 degrés. Alors commençons par le biochimique. Ils ont mesuré la créatine kinase salivaire, la fameuse CK. Ça nous dit quoi, concrètement? Alors, il faut imaginer la créatine kinase, la CK, comme une sorte de poussière de briques microscopique. D'accord. Quand on fait un effort intense, surtout avec des sauts, des changements de direction, les fibres musculaires subissent des micro-déchirures. En se cassant un peu, elles libèrent cette enzyme, cette poussière, dans le sang et la salive. Donc plus il y a de poussière, plus le chantier a été intense dans les muscles. Exactement. C'est un excellent indicateur objectif du stress musculaire. C'est très clair. Ensuite, le côté sensoriel. Le seuil de douleur à la pression, le PPT. Là, c'est la mesure objective des courbatures. Avec un petit appareil, on appuie sur le muscle et on note à quel moment ça devient douloureux. Si le seuil est bas, ça veut dire que le muscle est très sensible, très tendre. Et pour compléter ça, ils ont aussi demandé aux joueurs, avec l'échelle visuelle analogique, de noter leur douleur de 0 à 100. C'est ça. On a donc ce que le corps dit chimiquement, avec la CK, ce qu'il dit physiquement, avec le PPT, et ce que le joueur ressent avec l'EVA. Et le dernier marqueur, ça nous ramène à la performance. Est-ce que les joueurs étaient moins explosifs? C'est exactement la question. Le 4e marqueur, c'est l'indice de force réactive, le RSI. On le mesure avec un test de saut.
En gros, ça évalue la fraîcheur du système nerveux et la capacité à produire de la force rapidement. Si le RSI baisse, c'est que le joueur est fatigué. Parfait. Le décor est planté. Méthode solide, mesure complète. Alors, les résultats. Commençons par les dommages musculaires, cette fameuse CK. Et c'est là que ça devient spectaculaire. Les 3 conditions ont eu des effets très différents. J'imagine. L'entraînement de contrôle, bon, une faible augmentation, c'est normal. Le SSG possession, l'exercice de possession, une augmentation modérée. Mais le SSG basket, Celui, il fallait marquer. celui-là, les niveaux de CK ont explosé. Une augmentation beaucoup plus forte et surtout beaucoup plus prolongée. Prolongé. C'est-à-dire que le pic de dommages n'est pas juste après l'effort. Exactement, et c'est un point absolument crucial. Pour le groupe SSG basket, le pic de CK est atteint 48 heures après l'exercice. Attends-les. 2 jours plus tard. 2 jours plus tard, le corps est encore en pleine réaction inflammatoire. Si on regarde le graphique dans l'étude, l'écart entre le SSG basket et les 2 autres conditions à 48 heures est abyssal. Pour un coach, ça change tout. Ça veut dire qu'une séance le jeudi peut encore pénaliser un joueur pour son match du samedi. C'est exactement ça. D'accord, donc les muscles sont objectivement plus endommagés. Est-ce que les joueurs le sentent? Est-ce que ça se traduit par plus de courbatures? La réponse est un grand oui. Les données sur la douleur perçue et la sensibilité racontent exactement la même histoire. L'exercice SSG basket a provoqué les scores de douleur les plus hauts, avec un pic de douleur ressenti à 24 heures. La fameuse courbature du lendemain. Précisément. Et ce n'est pas juste une impression. Les mesures objectives de sensibilité le confirment. Le seuil de douleur à la pression a chuté de manière spectaculaire à 24 heures pour ce groupe. Leurs muscles étaient objectivement beaucoup plus sensibles au toucher. Donc ils ne se sentaient pas juste plus courbaturés, ils l'étaient vraiment. Ils l'étaient. D'accord. Plus de dommages chimiques, plus de douleurs. J'imagine que ça se voit sur la performance. Qu'est-ce que les tests de saut nous disent? Ils confirment la cascade. Logiquement, les 3 types d'entraînement ont provoqué une chute immédiate de la performance. C'est la fatigue aiguë, c'est normal, mais c'est la récupération qui est intéressante. Et j'imagine que le groupe SSG Basket a mis beaucoup plus de temps à s'en remettre. Beaucoup plus de temps. La récupération de la performance a été la plus lente et l'altération la plus profonde après cet exercice. Et le point qui devrait faire sonner toutes les alarmes chez un préparateur physique, c'est que même après 48 heures, les joueurs de ce groupe n'avaient toujours pas retrouvé leur niveau de base. Donc 2 jours après un simple 2 contre 2, les joueurs sont encore moins explosifs. Moins explosif, moins frais, alors que pour les 2 autres conditions, la récupération était quasiment complète. Attendez, si l'exercice avec panier cause plus de dommages, plus de douleurs et une moins bonne récup, ça veut dire que les joueurs l'ont trouvé beaucoup plus difficile, non? Ils ont dû sentir qu'ils se donnaient beaucoup plus. Eh bien, c'est là que l'étude nous réserve sa plus grosse surprise. Et c'est une leçon fondamentale pour n'importe quel coach. Ah, Contre toute attente, quand on a demandé aux joueurs à quel point cet exercice était-il difficile, c'est la fameuse perception de l'effort, le RPE, ils ont donné des notes statistiquement identiques pour l'exercice avec panier et l'exercice de possession. c'est pas possible, ils ont eu l'impression de fournir le même effort, mais les conséquences sur leur corps sont radicalement différentes? C'est exactement ça. Leur perception de l'effort était la même. L'esprit disait c'était aussi dur, mais le corps, lui, subissait un stress complètement différent qui se manifestait encore 48 heures plus tard. C'est le grand aha moment de cette recherche. Mais comment c'est possible et quelle est l'explication? L'hypothèse de l'étude, et elle est très plausible, c'est que la différence ne vient pas de l'intensité cardiovasculaire globale, mais de la nature des mouvements. C'est-à-dire? L'exercice SSJ basket, avec son objectif de marquer, il induit une fréquence beaucoup plus élevée d'actions qui sont mécaniquement très chères à payer pour le corps. Des accélérations explosives pour aller au panier, des décélérations très brutales, et surtout des sauts à très haute intensité pour tirer ou contrer. Et ces actions-là, ce sont les pires pour les muscles. Énormément. Ces contractions excentriques et pliométriques sont les principales responsables des micro-déchirures. L'exercice de possession, lui, il a peut-être un volume de course similaire, mais avec moins de ces pics d'intensité extrêmes. Le coup musculaire n'a juste rien à voir. Alors si on synthétise tout ça, pour un entraîneur sur le terrain, ça change quoi, concrètement? Ça change tout. Ça donne une grille de lecture très claire. L'exercice SSJ basket, le jeu avec panier, doit être classé comme une séance à charge lourde sur le plan neuromusculaire. Peu importe ce que les joueurs en pensent. Peu importe leur ressenti, du coup, il faut le programmer intelligemment. En début de semaine, loin d'un match, pour laisser une fenêtre de récupération de plus de 48, voire 72 heures.
Et à l'inverse, l'exercice de possession, ça devient l'outil parfait pour le milieu de semaine. C'est ça. Le SSJ possession, on peut le voir comme une charge modérée, idéale pour une séance du mercredi par exemple. On travaille l'intensité, la tactique, mais on sait que la fatigue résiduelle sera gérable. Ce qui laisse les entraînements plus classiques, sans ces petits matchs, pour les veilles de compétition. Voilà, c'est une charge légère, on minimise la fatigue, on maximise la fraîcheur. Ça me rappelle un coach qui, pour détendre ses loueurs avant un match important, leur avait fait un petit concours de tir la veille. Il pensait bien faire. Mauvaise idée. Très mauvaise idée. Le lendemain, l'équipe n'avait plus de jambes. Il avait programmé une séance à charge lourde sans le savoir. L'autre grande leçon, c'est donc qu'il faut se méfier de la seule perception de l'effort des joueurs. Absolument. Le RPE, c'est un bon outil, mais il ne dit pas tout. Il ne révèle pas ce coût physiologique invisible. Un coach doit comprendre la mécanique de ces exercices, pas seulement l'intensité qu'ils semblent générer. Pour être complet, il faut quand même mentionner les limites de l'étude. Oui, bien sûr, et les chercheurs sont très transparents là-dessus. La principale limite, c'est qu'ils n'ont pas utilisé de GPS ou d'accéléromètre pour mesurer directement le nombre de sauts, la distance à haute intensité, etc. On le déduit, mais ce n'est pas mesuré. Exactement. On suppose que c'est la cause, mais on n'a pas la preuve chiffrée. Si on avait eu ces données, ça aurait été encore plus fort. Et puis, il y a la question du public étudié. C'est vrai. Ces résultats sont spécifiques à des basketteurs masculins de moins de 21 ans et sur un format 2 contre 2. Il faut être prudent avant de généraliser ça à des athlètes féminines, à des pros plus âgés ou à du 5 contre 5. Malgré ces limites, le message principal reste extraordinairement clair. La nature d'un exercice, sa règle, a un impact direct et durable sur les dommages musculaires et la performance. Choisir entre marquer et posséder, ce n'est pas un détail. Non, c'est une décision stratégique qui conditionne la récupération pour les 2 jours qui suivent. Et pour moi, ça soulève une pensée finale, une question qui va au-delà du basket. Je vous écoute. Si notre perception de l'effort peut si bien masquer un coût physiologique bien réel, combien d'autres pratiques d'entraînement, dans combien d'autres sports, pourraient avoir des exigences de récupération cachées que l'on ignore? C'est une excellente question. Ça suggère que la manière dont on s'entraîne est tout aussi cruciale que l'intensité qu'on y met. Notre corps, lui, tient les comptes bien après que notre esprit a oublié l'effort. C'est une réflexion parfaite pour conclure. Pour celles et ceux qui veulent vraiment creuser le sujet, on ne peut que recommander la lecture de l'article original de Dongming Zhu. Il est vraiment passionnant. C'est une lecture qui vaut le détour pour tout professionnel du sport, oui. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rien manquer de nos prochaines analyses. Merci.